On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première spéciale de la journée. On sait que c'était une spéciale où il pouvait se passer des choses. Elle avait lieu à 8h30 ce matin. C'était la plus longue spéciale du rallye. On se retrouve donc au départ du rallye de Monte-Carlo ce matin à 8h30. Pour voir Carlos Sainz en spéciale, il fallait se lever très tôt ce matin et il fallait également se positionner tout au début de la première épreuve chronométrée, car dès le premier virage, tout était fini pour le dernier vainqueur du rallye de Monte-Carlo. Plan de Vitrolles, faille, plus de 48 km, la première spéciale du rallye. L'avenir nous dira peut-être que tout s'est joué là, car dans des conditions changeantes, plus que piégeuses, Tommi Mäkinen met un énorme coup au moral de tout le monde. Le champion du monde en titre colle 37 secondes au plus proche de ses poursuivants. Le ton est donné. Intéressons-nous donc, pour l'instant, à ce qui se passe derrière, avec tout de suite une incroyable surprise. Le deuxième temps de ce premier chrono est réussi par Gilles Panizzi et sa Subaru Impreza à 37 secondes de Mäkinen. Pas mal pour quelqu'un qui était là pour apprendre. J'ai fait la différence. Je pense qu'on était déjà d'une part bien chaussé. Je crois qu'on avait les pneus qu'il fallait. Je crois que le D10, c'est-à-dire un large clouté, c'était la... J'ai enlevé une partie des clous sur l'extérieur du pneu pour pouvoir rouler plus vite sous la pluie. Cela dit, sur les parties enneigées et glacées, c'était vraiment très très délicat. Je crois que je suis comme les autres. On a failli y aller plusieurs fois. Même une fois, ça a été vraiment très très limite. Bon, je crois que les conditions, hein, vous l'avez compris, elles sont vraiment très très difficiles. Les choix des pneus, on n'a jamais de toute façon le pneu superbe là où il faut. Puis bon, je suis resté très concentré, j'ai écouté mon frère et puis ça a bien marché. Gilles a même creusé un écart impressionnant avec les autres, puisque Piero Liatti et sa très surprenante Seat Cordoba sont troisième à 1 minute 14 de Mäkinen et par conséquent à 37 secondes de Gilles Panizzi. Le reste du classement de ce premier chrono, tir groupé des Subaru aux 4 et 5e places, Kankkunen à 1,18, Thierry à 1,25, puis vient une Toyota, celle du Danois Lundgaard, qui devance la Ford Escort de François Delecourt. Didier Auriol a lui vécu un début de rallye bien difficile avec une touchette qui le rejette déjà à près de 5 minutes du leader. Là, le premier piège, Denis m'a annoncé le verglas trop tard. Et quand il m'a annoncé, j'y sais trop tard. Et puis bon, on est allé tout droit. Pour se rendre compte de l'importance de ce premier chrono, il suffisait ce matin de se trouver au point stop, de compter ceux qui n'arrivaient pas pour être sortis de la route, comme Sainz, Clement ou Pourras, ou pour avoir cassé, comme Freddy Loax. Il suffisait aussi d'observer les visages, les gestes, les attitudes. Un climat d'extrême nervosité venait déjà de s'installer sur le rallye de Monte-Carlo. Et manifestement, la gestuelle d'Yves Loubet a su traverser les époques. Alors, on vous a dit qu'à ce moment-là du rallye, eh bien, Gilles Panizzi avait concédé 37 secondes de retard sur Tommi Mäkinen. En fait, on apprenait juste après que Gilles Panizzi était frappé d'une pénalité pour avoir été poussé dans le parc fermé de départ à Gap ce matin. Donc en fait, il se retrouvait deuxième toujours du rallye, mais à 1 minute et 7 secondes de Mäkinen au lieu de 37 secondes. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a vécu dans ce premier chrono quelque chose de tout à fait extraordinaire et ça nous a donné envie avec Frédéric d'aller poser la question à François Delecourt de savoir si dans cette première spéciale de la journée qui a été incroyable, eh bien, on avait retrouvé les grandes heures du rallye de Monte-Carlo. Frédéric Robat qui était à Gap ce soir en compagnie de François Delecourt à l'arrivée, on écoute. François, bilan au terme de ce premier jour de rallye Monte-Carlo? C'est un bilan mitigé, c'est vrai que de l'extérieur c'est bien d'être là avec une voiture privée. Je pense que je vais surtout tirer un coup de chapeau à Gilles qui a fait une journée remarquable. Il ne s'est pas trompé du tout de pneumatique. Quant à moi, je suis 2 minutes derrière lui. Et l'erreur de ce matin colossale dans la première spéciale, les 2 minutes de perdu, ça m'a coûté énormément. Maintenant, je pense que le rallye est encore long, c'est pas fini. Demain, on va essayer de grappiller quelques places, peut-être essayer de remonter sur Kankkunen, Thierry, je sais pas, on va essayer. On vient justement de voir à l'écran cette première spéciale. Comment est-ce que c'était? C'était vraiment l'enfer? C'était l'enfer, d'autant plus pour nous qui n'avons absolument pas d'ouvreur, très peu d'informations. J'ai entendu que Sainz partait avec des pneus pluie, je me suis dit après tout pourquoi pas, faisons comme lui, mais nous on n'avait pas d'ouvreur. On a récupéré les ouvreurs simplement ce soir dans les 2 dernières spéciales. Ce
ce qui nous a valu de faire des temps qui étaient bien plus justifiés, enfin bien plus à notre place. Mais c'était très stressant ce matin, en tout cas, de conduire dans des conditions pareilles sans avoir d'informations de la part des ouvreurs. La journée de demain, comment est-ce que ça peut se passer? Comment est-ce que vous avez planifié, je dirais, si on peut planifier encore quelque chose? Je sais pas, demain, tout dépend des conditions climatiques. J'ai pas trop envie de faire un rallye loterie. Je pense qu'aujourd'hui, c'était quand même, ça part de hasard. Et il ne faut pas non plus mettre sur un piédestal les gens qui ont fait des bons choix. Je pense que c'est une question aussi de chance, d'opportunité, c'est comme ça. Et demain, tout peut s'inverser très très vite, vous savez, dans un Monte-Carlo. Et François qui nous parlait de ses ouvreurs, et c'est vrai que juste après, eh bien, il a appris qu'effectivement, il était désormais privé d'ouvreurs, puisque ses ouvreurs, c'est tout bête, vous voyez, mais ses ouvreurs sont tombés tout simplement en panne de voiture. À ce moment-là, donc, après ce premier chrono, on pensait que Tommi Mäkinen avait pris un ascendant, pas définitif, il était évidemment trop tôt pour le dire, mais un ascendant en tout cas important sur le rallye. Eh bien, les deux spéciales suivantes, les deuxième et troisième spéciales, vont nous indiquer exactement l'inverse. Vous allez le voir, on va avoir deux vainqueurs de spéciales différentes pour les spéciales numéro 2 et numéro 3 sur un montage, encore une fois, de Daniele Pastor. Regardez. Comme si l'affolement général du premier chrono avait finalement eu un effet apaisant sur l'ensemble des concurrents, le rallye de Monte-Carlo devait se calmer pour ne pas sombrer. Retour dans la deuxième épreuve chronométrée à des feuilles de temps plus normales, à des écarts plus normaux. Sur les 31 km de l'Épine-Rosan, c'est une Subaru Impreza qui se montre la plus rapide, celle du Belge Bruno Thierry. On vient de faire un excellent temps dans Rosan. Et bon, la première, je crois que le principal objectif, c'était de passer à travers, parce que tout le monde savait qu'elle était très très piégeuse. La preuve, il y en a beaucoup qui ont donné. Et même nous, ça a été un peu difficile. Et puis après les passages piégeux, on a augmenté le rythme et on en est sorti sans trop de bobos. Mais là, les écarts sont infimes. Tommi Mäkinen termine deuxième à 6 dixièmes de seconde seulement. Juha Kankkunen, troisième à 1 seconde et 3 dixièmes. En fait, on trouve dans la même seconde au kilomètre pas moins de 9 voitures. On trouve de tout dans ces 9 premiers. Une Seat, celle de Piero Liatti, quatrième temps, à 4 secondes et demie de Thierry. Une Toyota, celle de Didier Auriol, cinquième temps. Apparemment, la voiture n'a pas trop souffert dans le choc du premier chrono. On trouve encore deux autres Subaru, une privée, celle de Gilles Panizzi, et une usine, celle de Richard Burns. On trouve enfin deux Ford, une Focus de Simon Jean-Joseph et une Escort de François Delecourt. Le rallye est en train de s'équilibrer et le troisième chrono, Ruissas et Galas, va le confirmer à une nuance près. Car dans cette spéciale, tout le monde reste relativement groupé, tout le monde sauf Gilles Panizzi qui signe un extraordinaire temps scratch avec 17 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. La dernière spéciale, je pense qu'il y avait encore des complications puisqu'il y avait un petit peu de neige sur le sommet du col. Et on est parti, je crois, évidemment, avec les bons pneus. On a mis un Racing un petit peu clouté et ça a bien marché. Autre surprise, encore plus incroyable, le deuxième temps réussi par le Finlandais Harri Rovanperä. Cette Seat est décidément bien arrivée à maturité. Derrière ces deux hommes vient un paquet disparate, 6 voitures groupées en 10 secondes seulement. Didier Auriol est peu à peu en train de reprendre confiance. Il signe le troisième temps dans Ruissas et devance dans l'ordre la seule Mitsubishi encore en course, celle de Tommi Mäkinen. La première des Ford Focus, on ne les attendait pas à pareille fête, il s'agit de celle de Colin McRae. Viennent ensuite la seconde Seat, celle de Piero Liatti, la Subaru de Bruno Thierry et enfin la seconde Focus pilotée elle par Simon Jean-Joseph. Voilà, donc après 3 chronos, eh bien, le classement s'établit de la manière suivante. On a plusieurs paquets en gros. Bon, on a Mäkinen qui est en tête avec Gilles Panizzi qui est deuxième à 45 secondes. Et puis après, on a un paquet assez groupé dans lequel on trouve, et on vient de le dire, Piero Liatti, Bruno Thierry et Juha Kankkunen. Alors jusqu'à présent, on a eu des conditions de route difficiles, on a eu des choix de pneus difficiles, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que le règlement du championnat du monde ait véritablement interféré sur le déroulement du rallye. Plus être le cas dans les deux spéciales à venir, les deux dernières spéciales de la journée, les numéros 4 et numéro 5, car là, le règlement, vous allez le voir, va jouer un rôle extrêmement important.
Personne ne connaissait auparavant la spéciale prunière Embrun, et pour cause, puisque ces 34 km sont totalement inédits dans le rallye de Monte-Carlo. Et quand il s'agit d'improviser, en ayant peu reconnu, un homme se montre régulièrement au-dessus du lot, Colin McRae. Ce temps scratch de l'Écossais, dans le 4e chrono, réhabilite définitivement une Ford Focus que l'on disait moribonde. C'est en fait cette spéciale qui va changer la face de cette première journée. Certains y confirment leur bonne disposition. Didier Auriol, 2e temps à 27 secondes de McRae. D'autres y confirment leur montée en puissance progressive. François Delcourt, 3e temps, dans la même seconde que Didier Auriol. En signant le 4e temps, Simon Jean-Joseph confirme que cette route plaisait à la Ford Focus. En signant le 5e temps, Juha Kankkunen confirme, lui, qu'une Subaru est toujours présente, toujours menaçante, quelles que soient les conditions. Mais c'est derrière, en fait, que se produisent les choses les plus intéressantes. Gilles Panizzi termine 6e dans Prunière-en-Brun, à 36 secondes de McRae, mais avec, et c'est bien là l'essentiel, 50 secondes d'avance sur celui qui, au fil des kilomètres, est devenu son seul adversaire, Tommi Mäkinen. Dans Prunière-en-Brun, Gilles Panizzi prend la tête du rallye de Monte-Carlo. Car dans le même temps, Tommi Mäkinen a cassé un disque de frein dans la spéciale. Certes, à ce moment-là, il n'est devancé que de 4 secondes au classement général, mais le plus embêtant reste à venir, car l'assistance est interdite entre la 4 et la 5. Scène terrible que celle d'un triple champion du monde, vaincu tout à la fois par la mécanique et par le règlement. Entre Saint-Clément et Saint-Sauveur, il y a 20 km, les 20 derniers kilomètres de la journée, et Tommi Mäkinen va devoir les parcourir avec un disque de frein cassé. Mais les circonstances, après l'avoir précédemment désavantagé, vont cette fois-ci considérablement aider le pilote finlandais. Car plusieurs pilotes vont aller à la faute dans cette spéciale, et le premier d'entre eux est le tout nouveau leader, Gilles Panizzi. Petite sortie de route, 1 minute et 40 secondes de perdu. Autre victime de ce 5e chrono, Bruno Thierry, un tout droit qui coûte plus d'1 minute. François Delcourt aussi, tête à queue dans une épingle, même motif, même punition, 1 minute. En fait, devant, on trouve ceux qui n'ont pas fait de faute. Colin McRae signe son 2e temps scratch consécutif. Celui-ci est extraordinaire, car l'Écossais relègue Didier Auriol, 2e à 44 secondes, et Richard Burns, 3e, à 49 secondes. En réalisant le 4e temps, avec 56 secondes de retard sur Colin McRae, Tommi Mäkinen, privé de frein à l'avant, a réalisé un vrai miracle. Un miracle qui lui vaut de reprendre la tête du rallye et de terminer l'étape en leader avec 24 secondes d'avance sur Gilles Panizzi. En fait, en regardant bien et en tenant compte des écarts importants parfois réalisés sur une seule spéciale, on peut estimer raisonnablement que 6 hommes sont encore capables de remporter le rallye de Monte-Carlo. Juha Kankkunen, 3e, à 1 minute et 13 secondes. Piero Liatti, juste derrière, 4e, à 1 minute et 14 secondes. Bruno Thierry, 5e, à 1 minute et 45 secondes. Et Colin McRae, 6e, à 1 minute et 54 secondes. Derrière ces 6 hommes viennent 2 Français, François Delcourt est 7e à 2 minutes 20 et Didier Auriol, 8e à 3 minutes 48. Un mot pour terminer sur le groupe N. Là, c'est on ne peut plus indécis. Ce soir, Marc Duez est en tête, mais il ne compte que 14 petites secondes d'avance sur Yves Loubet. Voilà, donc on vous l'a dit, à ce moment-là, nous étions à la fin de la journée. Il était 20h ce soir à Gap et le leader du rallye, c'était Tommi Mäkinen, leader avec 24 secondes d'avance sur Gilles Panizzi. Alors évidemment, à l'arrivée à Gap, qu'a fait Frédéric Robat? Eh bien, il s'est évidemment précipité sur le leader Tommi Mäkinen avec une traduction de Thierry Grébert. Écoutez Tommi Mäkinen au micro de Frédéric Robat. Tommi, quelles ont été les difficultés du rallye? C'était difficile dans ces conditions changeantes de neige et de glace, surtout les 2 dernières spéciales où finalement on a eu la chance.
also very lucky. We broke. 10 km après le début de la quatrième spéciale, tout à coup, on a entendu un grand bruit et on a perdu le freinage. Suddenly some bad noise and we lost the brakes and then at the end of stage I had to look. Après la spéciale, je me suis arrêté, le disque de frein était complètement cassé et comme on ne pouvait pas faire d'assistance, j'ai condamné le frein avant droit et on a roulé avec seulement 3 freins. Blocked the pipe and we had 3 wheels brakes except just without one front brake. Do you think it's possible to stay in this Vous pensez position rester tomorrow? en tête demain? Why not? Bien sûr, je vais faire de mon mieux. Pour moi, ce frein nous a posé des problèmes toute la journée jusqu'à ce qu'il casse. J'espère qu'ils vont pouvoir réparer pour demain. We have been some strange problem with these brakes, and that was the result of this. And I hope they can find out the problem. What was that? Thank you very much, Tommy. Good luck. Voilà, on pensait que la journée était terminée. Tous les pilotes sont rentrés se coucher. Il était 20h, 20h10 à peu près. Et quelques minutes après, il faut que je regarde Jean-Marc, hein, là. Quelques minutes après, eh bien, une réunion du collège des commissaires sportifs inversait la décision qui avait été prise le matin même, décision qui consistait à infliger une pénalité de 30 secondes à Gilles Panizzi. Les commissaires retirent sa pénalité à Gilles Panizzi, moyennant quoi le leader, à cette heure-là, à 23h ce soir, le leader du rallye de Monte-Carlo, c'est bel et bien Gilles Panizzi, leader, avec 6 secondes d'avance sur Tommy Mäkinen. Ça nous promet une journée de demain tout à fait extraordinaire. Le départ aura lieu à 7h15 du matin depuis Gap, l'arrivée ici à Monaco à partir de 21h. On vous le disait sur la fin de ce sujet, tout est encore très très ouvert. Il y a au moins 6 pilotes qui peuvent encore remporter le rallye de Monte-Carlo.